j'aimerais maintenant que nous parlions un peu du deuxième terme qui se trouve dans le titre de cette table ronde, c'est-à-dire le mot circulation. Est-ce que vous avez pu identifier dans vos recherches une circulation particulière de ces savoirs, des savoirs entre les femmes elles-mêmes qui s'intéressent aux sciences, entre les femmes et des hommes? En fait, Marie-Elisabeth a déjà répondu en partie à la question avec cet exemple de correspondance avec Leibniz. Entre donc, je le répète, les femmes elles-mêmes, les femmes et les hommes, et s'il y a circulation, comment est-ce qu'elles fonctionnent, ces circulations? Vous avez déjà évoqué la question de la correspondance, mais bon, dans le monde grec, peut-être que on a, enfin, c'est certain, pas de traces de correspondance. Donc, qu'est-ce qu'on a comme source pour nous montrer ces circulations? Donc, à vous de répondre. Merci pour le voir. Effectivement, la circulation physique des femmes, j'ai un peu entamé déjà la question quand j'ai parlé de la formation, est assez réduite. On a des exemples des conférencières qui font des conférences d'histoire, des récits épiques des cités qui circulent, mais on n'a pas de conférenciers femmes médecins, alors qu'on a des exemples de conférenciers femmes, de conférenciers médecins hommes qui font des acroaséis, c'est le titre même, des conférences sur l'hygiène, par exemple. Ils sont invités dans les cités pour faire des conférences sur l'hygiène. Et suite à ces conférences, ils peuvent être employés, même embauchés par la cité, mais pas de femmes. Donc, j'étais bien frustrée de ne pas en trouver des réseaux de femmes. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, une femme avait beaucoup plus de difficultés à circuler seule. Même les conférencières en histoire devaient être accompagnées. J'ai un exemple en tête d'Aristodama de Smyrne, qui était accompagné de son frère, mais pas de femmes seules. Donc, pour la circulation physique des femmes, on n'a pas de traces. En revanche, on peut effectivement aller vers des réseaux de savoir, des réseaux scientifiques entretenus, pas entre femmes et femmes, mais au moins entre femmes et hommes. Et c'est ce qu'on peut appeler des réseaux synchroniques, qui sont peut-être plus en phase avec les réseaux contemporains, c'est-à-dire au niveau de la même génération ou des générations pas très éloignées. Par exemple, je pense effectivement à la correspondance savante dont on n'a pas gardé de traces physiques, mais on a mention d'échanges entre des savants, aussi des échanges d'avis médicaux, et je parle toujours des femmes médecins, et de recettes de prescriptions donc médicales pour des questions de pharmacologie ou de gynécologie. Donc les femmes sont souvent auteurs de recettes médicales ou de traités concernant les affections génitales. Et elles changent donc avec leurs partenaires, leurs collègues hommes qui ne se trouvent pas, bien sûr, dans la même ville. Et c'est ça qui est très intéressant, donc de voir des échanges à distance dans un monde qui est assez mobile, bien sûr pas aussi mobile que de nos jours, mais beaucoup plus mobile qu'on s'imagine. Donc les réseaux circulent et on a des mentions des œuvres en fait de ces femmes dans des ouvrages de contemporains. Je pense par exemple à Asclepia de Bithynie, un médecin qui est conservé de manière fragmentaire, qui fait l'éloge dans l'un de ses traités de la femme médecin que j'ai citée tout à l'heure, qui s'appelle Antiochis de Tlos, celle qui est la femme de Diodote, la fille du médecin Diodote, qui est apparemment une sommité, une spécialiste de l'œdème, de la sciatique et de l'arthrite. Et elle est mentionnée donc dans l'œuvre d'un confrère. Et encore plus intéressante, et ça c'est vraiment un cas particulier, c'est que la même Antiochis, vous voyez, on a affaire à une vraie star, est la dédicataire d'un ouvrage sur les hémorragies du nez par un médecin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc on imagine qu'elle a vécu à peu près à la même époque, qui s'appelle Héraclide de Tarente, donc en Italie du Sud. Donc il lui avait fait une dédicace, et c'est une pratique très intéressante. C'est une pratique intéressante en fait à préciser concernant les femmes, parce que cette pratique existe souvent entre hommes. Donc le métier médical
établi un réseau informel, en quelque sorte, en se dédiquant les uns aux autres des œuvres médicales, pas forcément parce qu'ils se connaissaient, mais aussi parce qu'ils s'appréciaient mutuellement. Donc, on a ce genre d'exemple aussi pour une femme, mais on n'en a pas beaucoup. Donc là, c'est un peu exceptionnel, justement. Après, on peut avoir donc des réseaux que j'ai appelés diachroniques, donc des réseaux qui montrent en fait qu'on peut citer, on peut invoquer le travail d'un prédécesseur dans des ouvrages postérieurs. Et je pense à divers traités en fait qui mentionnent l'ouvrage et les compétences des diverses femmes. Je vous ai dit tout à l'heure, donc en pharmacologie ou en gynécologie, jusqu'au traité byzantin. Donc on va jusqu'au 11e, 12e, 13e siècle après Jésus-Christ, où l'on voit se perpétuer tout un savoir, avec citation bien sûr, des prédécesseurs ES. Dans notre cas. Et grâce à ces citations, on voit émerger au moins quelques figures médicales de choix. Je pense par exemple à une femme qui a vécu au 5e siècle après Jésus-Christ, qui s'appelle Métrodora, qui est une personne, qui est apparemment une spécialiste, pas une obstétricienne parce qu'il n'y a nulle part mention de ses capacités de faire accoucher, mais une véritable gynécologue parce qu'elle dédie son travail à la pathologie. Donc, elle fait des recherches de pathologie. Elle lisait Hippocrate en original, donc c'était une femme cultivée, parce qu'au 5e siècle après Jésus-Christ, ça fait quand même un millénaire depuis que le corpus épicratique a été constitué, donc il y a un gap important de langue. Donc, c'est ce réseau diachronique que j'ai analysé en particulier, bon, c'est l'intérêt de l'historien aussi, de voir comment finalement, pour des gens qui n'ont pas vécu à la même époque, on peut transmettre un savoir, comment on peut le citer. C'est très intéressant la façon aussi de citer, parce qu'il n'y a pas de différence entre la façon de citer un confrère homme ou une femme. Donc c'est assez, disons, explicite. Ce qui ressort en fait de ces réseaux diachroniques est un respect pour des compétences qui peuvent être typiquement féminins ou pas, parce que les femmes effectivement ne sont pas citées que pour les affections gynécologiques, mais aussi pour des affections pour d'autres maladies. Par exemple, je pense à Aspasia, donc qui porte le nom de la compagne de Périclès, mais qui n'est pas du tout la même, qui est louée par Aétios, qui est mentionnée par Aétios beaucoup plus tard, 3e siècle, 3 siècles après, est citée pour des affections. Qu'est-ce qu'elle a? J'essaie de me rappeler pourquoi elle a été citée. Oui, c'est aussi pour la sciatique et l'arthrite, comme Antiochis. Après, il y a des femmes qui ont travaillé sur les affections des ulcères de l'estomac, par exemple, l'affection de la bile, de la rate, donc tout ce qui est fonctionnement de médecine interne, qui les ramène en quelque sorte, disons, à leurs préoccupations pour l'utérus, même si, bon, il faut pas extrapoler. Et aussi des affections de la peau, parce que les femmes écrivent des traités aussi sur les soins médicaux, les soins corporels, donc l'affection de la peau. Et toutes ces choses-là sont donc mentionnées non seulement à leur époque, mais de façon répétitive, chaque fois, comme une sorte de cumulation de savoir qui doit être transmise et qui doit être perpétuée donc, dans le savoir médical. Voilà ce qu'on doit aux femmes pour la médecine antique. Merci beaucoup et d'avoir insisté sur cette circulation qui peut être entre des hommes et des femmes de la même époque et la pérennité du savoir de ces femmes médecins, enfin, qui ont un savoir de science. Marie-Elisabeth. Oui, à propos de la mobilité des femmes qui entament une carrière scientifique, notamment à Liège, on s'aperçoit effectivement qu'elles vont réussir à entrer dans la carrière scientifique et à pouvoir progresser à partir du moment où elles vont avoir la possibilité de voyager. Et justement, c'est ce qui va faire au départ un des obstacles à leur épanouissement dans leur carrière scientifique et dans leurs études, c'est qu'au départ, on accepte qu'elles entrent à l'université en 1881 à Liège, mais à la condition que cela débouche
sur des professions qui vont les amener à rester chez elles. Et donc, une des seules professions finalement qui semble respectable et admise, c'est justement le métier de pharmacienne. Parce que quand on est pharmacienne, on est chez soi, on ne sort pas et on reste dans ce milieu finalement clos qui est le foyer familial avec la cuisine à proximité de l'officine. On touille d'une main les médicaments et de l'autre la soupe pour le mari. Donc, tout est à peu près, l'ordre social est à peu près protégé. Et il y a vraiment cette idée qu'il faut pas que ces femmes débordent. Et bon, elles ont suivi cette formation, mais au-delà, c'est terminé. Et il n'y a pas du tout d'incitation à ce qu'elles puissent échanger, qu'elles puissent progresser, qu'elles puissent voyager. Ce n'est, en tout cas, pour le cas liégeois, je ne vais pas généraliser, mais en tout cas, c'est au-delà de la Première Guerre mondiale que là, on voit les femmes vraiment qui vont être autorisées à entamer une carrière scientifique, à vraiment rédiger des thèses de doctorat et à vraiment obtenir des postes. Et là, on le voit d'emblée, alors elles commencent à voyager. Par contre, ces jeunes étudiantes qui sont évidemment, qui ont les ailes un peu brisées au début dans les années 1880, elles voient par contre des quantités d'étudiantes qui passent à Liège, et énormément d'étudiantes russes qui voyagent dans toutes les universités qui sont en Suisse, qui sont à Paris, qui arrivent chez nous et qui finalement ont toute une série d'expériences qu'elles partagent. Et il y a de l'organisation de conférences de ces jeunes femmes qui racontent ce qu'elles font. Alors ce n'est pas nécessairement de haute volée scientifique, mais en tout cas ce sont des expériences de vie qui peuvent ouvrir des horizons à ces liégeoises qui sont encore condamnées à une certaine sédentarisation. Alors on s'aperçoit là que paradoxalement, à cette fin du 19e siècle, le début 20e, combien ces femmes ont localement du mal à circuler, à pouvoir échanger librement, et elles ont beaucoup plus de mal, finalement, que tout ce monde des religieuses qui, bien que dans beaucoup de cas au XVIIe et au XVIIIe siècle soumises à des règles que l'Église leur impose de ce qu'on appelle la clôture, parviennent quand même, sans nécessairement pour cela avoir une vie dévergondée, mais à franchir cette clôture et voyagent énormément, échangent énormément. Donc il y a des voyages, et on a des récits de voyages de religieuses qui ont toutes des raisons particulières de le faire, soit pour des raisons de santé, soit pour des raisons institutionnelles, soit pour des raisons aussi finalement de collecte d'expérience et de savoir. Et donc, dans ces relations de voyage, on a aussi, finalement, elles font à certains moments des petits détours, on pourrait dire, touristiques, où elles visitent des lieux. Parfois, elles séjournent dans une abbaye masculine où on leur montre une bibliothèque et on leur ouvre l'esprit à d'autres choses. Donc, il y a des partages d'expériences par ces voyages. Mais sinon, finalement, le moyen le plus traditionnel pour ces femmes d'échanger et de transmettre, c'est la correspondance, c'est l'échange aussi de ce qu'on appelle des lettres circulaires, qui ne sont pas vraiment des lettres personnelles, mais qui sont finalement des espèces de rapports, on pourrait dire des rapports d'activité, dans lesquels se glissent bien souvent des informations sur leurs activités intellectuelles et sur leur curiosité intellectuelle. Et donc parfois on a aussi ces relations d'échange qu'elles ont pu avoir avec des personnalités masculines qui, la plupart du temps, même si dans un discours officiel se montrent très frileux par rapport à l'acquisition du savoir féminin, au contraire, au jour le jour, on s'aperçoit qu'en fait, il y a souvent quand même une collaboration, une complicité, et c'est quand même bien souvent par les intermédiaires masculins que ces femmes peuvent acquérir, acheter des livres, les lire et avoir parfois des compléments d'information. Et donc, il y a, non seulement dans ces parloirs, mais parfois aussi dans ces écoles tenues par ces religieuses, tout un personnel masculin qui vient à proposer ses services. Et il y a là quand même un échange et une forme de collaboration, même si il ne faut pas non plus quand même voir les choses de manière trop optimiste. Il y a aussi des quantités de freins imposés par certaines autorités masculines qui évidemment sont extrêmement épouvantées parfois de l'audace et de la curiosité de certaines de ces femmes. Donc pour rebondir sur les cas des Liégeois, c'est vrai que le voyage devient très important et j'en ai parlé pour Hélène Gleditsch.
c'est à partir du moment où elle part à l'étranger, où elle rencontre des spécialistes aux États-Unis, à Paris avec Marie Curie, qu'elle arrive en fait à être reconnue internationalement. Et donc, quand elle rentre en Norvège, elle est devenue une experte dans un champ scientifique porteur, et c'est pour ça qu'elle parvient à être élue professeure. Donc, du coup, les voyages, la circulation, la mobilité de ces femmes est très importante. Mais évidemment, pour voyager, bon, ça demande évidemment que les femmes puissent être autorisées à voyager seules, ce qui n'est toujours pas, même dans la première moitié du XXe siècle, quelque chose d'accepté. Mais surtout, ça demande de l'argent. Et il y a quelque chose de très important dans cette première moitié du XXe siècle, c'est la mise en place des organismes de financement de la recherche qui mettent en place des programmes de bourse visant à aider les chercheurs, soit en début de doctorat, soit des chercheurs plus expérimentés, à partir à l'étranger. Et ces financements, donc ces bourses en fait sont très importantes parce que en plus de donner l'opportunité à des gens de partir, donc de circuler, d'échanger avec d'autres savants d'ailleurs, c'est aussi au niveau plus épistémologique peut-être, la récompense, être récompensé, c'est déjà un signe d'excellence. Et donc ça, c'est pour ça que c'est très important de pouvoir avoir une bourse, de dire, bon voilà, je suis par exemple un boursier de la fondation Rockefeller, parce que ça veut dire qu'on est capable d'avoir été sélectionné, d'être parmi les meilleurs et de partir à l'étranger. Donc quand on regarde les archives de ces grandes fondations, dont ces grandes, notamment organisations philanthropiques américaines, donc la fondation Rockefeller, Carnegie, on voit qu'en fait il y a très peu de femmes qui sont récompensées, et même si dans les textes on ne trouve aucune limitation, très peu de femmes font partie des lauréates. Donc c'est pour ça que l'organisation en fait que j'étudie m'a paru intéressante, parce que c'est une organisation que pour les femmes qui met en place un programme de bourse visant à aider les femmes à différents moments de leur carrière, et donc du coup à leur donner les mêmes opportunités que celles que les hommes ont. Donc évidemment les critères de sélection sont très importants, et on peut retrouver dans les archives relatives à la mise en place de ce programme de bourse qu'elles sont très attentives à avoir des critères de sélection similaires à celles des grandes organisations déjà reconnues, socialement reconnues, comme Rockefeller. Et même peut-être plus, donc vraiment elles essayent d'éviter tout ce qui est tout ce qui pourrait relever de la personnalité, de ces choses qui sont plus informelles. Donc ces moyens financiers évidemment sont très intéressants, parce que ça permet donc de développer toute une génération de femmes qui voyagent, qui va se rencontrer. J'ai eu l'occasion donc d'aller aux États-Unis et de trouver plein de dossiers de ces boursières. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elles se sont rencontrées. Et elles se sont rencontrées notamment dans des lieux qui sont appelés les clubs internationaux créés par la FIFDU, donc l'organisation que j'étudie, où elles vont pouvoir collaborer entre elles. Et la circulation de savoir donc passe aussi par la publication et la collaboration. Et c'est vrai qu'on peut voir que ces femmes en fait vont être amenées à collaborer avec les directeurs de laboratoires dans lesquels elles séjournent, mais aussi entre boursières. Et je trouve que c'est très intéressant, parce qu'on passe vraiment donc peut-être une histoire des pionnières où il y a une exceptionnalité à une sorte de normalité. Voilà, une mise en place de parcours plus normaux, de moins de gens peut-être elles n'ont pas eu de prix Nobel, etc. Mais il y a vraiment une mise en place d'un système, d'un réseau qui fonctionne. Voilà. Merci beaucoup. Donc là, vous nous montrez bien un exemple d'une circulation qui, avec ces rencontres entre ces boursières, passe entre les femmes elles-mêmes, hein, alors que jusqu'à maintenant, on avait quand même beaucoup vu des cas de circulation du savoir des hommes vers les femmes, des femmes vers les hommes, mais pas, dans les exemples que vous avez donnés. Hein.